Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel épisode. Francis, qu'est-ce qui a marqué ton imagination ou qu'est-ce que tu as remarqué dans l'actualité? Difficile, Philippe, de passer à côté de la fin triste et dramatique du panier bleu cette semaine. Moi, j'ai versé vraiment une larme. J'étais triste. Non, écoute, j'ai quasiment sabré le champagne sans alcool. C'est comme... c'est comme triste parce qu'on ne pourra plus rire. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est... En fait, moi, je l'ai dit à toutes les tribunes, puis je le dis depuis le début, je n'ai rien contre une initiative, OK? Que si on se serait mis, moi puis toi, là, dans une salle, puis on avait décidé de mettre notre argent là-dedans, mais c'est pas au gouvernement du Québec de mettre de l'argent, puis j'ai pas aimé comment ça s'est fait. En plus, c'était un OBNL, on a mis 5 millions d'argent d'argent public. Non, au début, c'était 5 millions. L'Investissement Québec. Après, oui, mais quand ça a été mis privé, là, l'Investissement Québec a remis de l'argent. Là, tu as vu, hein, pour bien closer l'affaire, c'est pas une faillite, ils ferment le truc, et donc pour bien fermer, ils remettent 6 millions. 6 millions. Alors, tu sais, ça va avoir coûté 25 millions. OK? C'est une dépense. OK? Au total, on est rendu à 25 millions. C'est dans le contexte de la pandémie quand même qu'ils ont lancé ça. Là, hey, Mathurin.ca, OK? Moi, je suis le comité aviseur. Mathurin.ca, ils ont fait ça tout seuls. Je fais pas de pub. Avec leur argent, il y a des producteurs, des vrais produits du Québec. Là, quand tu achètes ton foie gras sur Mathurin, là, il vient pas de Chine. Là, mais moi, j'ai toujours dit, honnêtement, Phil, puis je fais pas de pub non plus, mais des business comme Good Food, comme Altitude du Sport, qui font du commerce électronique de qualité avec des capacités de livraison rapides qui se comparent plus ou moins à Amazon. Je trouve ça un peu bizarre qu'au lieu d'encourager ces espèces de champions-là qu'on a, on est allé créer une patente à gosse à coup de 20 millions. Mettre 20 millions dans Good Food, dans Altitude du Sport, dans Mathurin. Pas 20, 1 million chaque, ça aurait changé leur vie. Il y aurait de la place pour plusieurs d'autres. Omi Laboratoire, les produits, comment ça s'appelle, Woman, les vêtements pour femmes. C'est un cas très flagrant de j'ai un accès au ministre, puis c'est les Tinamis. C'est ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que ça soit... Bref. La Ville de Québec, Phil, pour la deuxième année consécutive, qui se classe dernière des villes canadiennes en matière de croissance. Et toi, c'est fou, là. On regarde la région métropolitaine de recensement. Là, c'est pas Québec, c'est le Grand Québec, là, mettons. C'est la seule ville de toutes les villes analysées qui est en décroissance en 2023. Là, donc mais c'est pour ça qu'ils veulent un troisième lien. C'est tellement important. Et un tramway. Bon. C'est ça qui va créer de la croissance. Première affaire, Phil, on le dit souvent, la région de Québec est aux prises avec... C'est paradoxal de dire ça comme ça, mais avec le plein emploi. Hein, le taux de chômage de Québec est en bas de 2 %. Là, je pense que ça a un petit peu remonté, mais c'est tellement bas, en fait, qu'il n'y a pas de travailleurs disponibles. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a des entreprises qui ne prennent pas des mandats, qui ne rendent pas les services qu'ils devraient servir, etc. Donc, qui se privent de revenus parce qu'ils n'ont pas les gens pour le faire. Donc, ça, c'est la première explication. Et si on remonte un peu plus haut dans la chaîne, l'enjeu, c'est qu'il y a de plus en plus, à Québec, la population est un peu plus vieille que la moyenne nationale. Donc, il y a de plus en plus de gens qui quittent la force de travail et Québec n'accueille pratiquement pas, ou en tout cas très, très peu d'immigrants. Donc, il n'y a pas d'effet de remplacement, contrairement à Toronto, Montréal et d'autres villes dans l'ouest du pays. Ce qui fait qu'ultimement, ils perdent des travailleurs à chaque année. Tu as parlé de projets d'infrastructure. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je suis plutôt fan des tramways en général. Mais ceci dit, le projet de tramway là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas était quand même assorti d'une forte ambition de développement immobilier le long du tracé. On allait construire des logements. 2 milliards de dollars de projets. Là. Puis ça, c'est pas de l'argent public. C'est des développeurs, des promoteurs qui allaient monter des taux, qu'on allait vendre, on allait attirer du monde. Donc, forcément, 2 milliards de dollars à l'échelle d'une ville que Québec, c'est beaucoup d'argent qu'on aurait étalé probablement sur une décennie. Forcément, ça fait mal au PIB. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, c'est pas la faute du tramway, mais c'est sûr que quand tu mises beaucoup de billes sur un grand projet structurant puis que le projet y implose en plein vol, ça écoute, ça les employeurs, mon fils est rendu à Québec pour jouer au football, puis les employeurs sont rendus qu'ils vont voir les équipes sportives puis disaient, les jeunes,
venez travailler. Ouais, c'est bon. fou, là. Tu voulais parler de Lynx Air? Oui, Lynx Air qui a fermé ses portes. Dis-tu Lynx Air qui a fermé ses portes dans les 7 derniers jours. Compagnie Calgary, mais quand même, bon, il y avait 9 avions. Là, c'est pas Air Canada, là. Mais encore une fois, ça vient aider le monopole d'Air Canada, d'Air Transat, Sunwing. On n'est pas bien servi. Oligopole. Oui, c'est ça. On n'est pas bien servi. C'est des très fortunés, des ultra-riches qui vont perdre la mise là-dedans. Là. Mitch Garber est impliqué là-dedans, la famille Bronfman avec Claridge. C'est drôle qu'il y ait eu... Je sais pas... Mais tu sais, souvent, une entreprise de Calgary, c'est rare qu'il y ait une grosse proportion de l'actionnariat c'était 25 québécois, c'était 25 alors que l'entreprise n'est pas ici. Mais tu sais, ce que moi, j'aime pas de comment ça s'est fait, puis là, je change mon fusil d'épaule parce qu'il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais aimé comment il avait fermé, parce qu'il avait comme annoncé, hey, on va fermer dans 3 jours, rapatrier nos clients. Mais finalement... C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Finalement, si tu avais un billet après la date butoir, on te remboursait pas et tu avais perdu ton argent. J'ai eu l'air un peu fou. Moi, je me base sur les communiqués, les articles de journaux, et je dis à Mario Dumont, les vols vont tourner jusqu'à dimanche. Et là, Mario, il venait de parler à quelqu'un qui était à Trudeau à l'aéroport, qui dit non, il n'y a plus d'avion. C'est déjà... Non, mais c'est parce qu'ils ont saisi les avions. C'est ça, exactement. Fait en tout cas, ça a mal fini. Écoute, je voulais te parler vite, Phil, de Cinéplex, donc la grande entreprise, un autre oligopole, dans le domaine du cinéma. Ils ont lancé une plateforme qui vend des billets en ligne. Et moi, je pourrais croire, en fait, que quand tu vends des billets en ligne, c'est efficace. Tu n'as pas à déranger un petit teller là, qui peut gagner 16-17 pièces de l'heure. Et donc, ce serait moins cher. Tu aurais un incitatif. Ben non, en fait, quand tu achètes un billet sur Cinéplex, il y a une petite facture additionnelle, un genre de frais caché qui s'ajoute à la toute fin, juste avant que tu sois pour payer. Puis en plus, sur la plateforme, il y a un timer. Fait que tu as comme 10 minutes pour faire la transaction. Fait que là, vite, 1,50$, est-ce que je l'achète? Puis là, finalement, tu payes 1,50$ parce que finalement, par rapport à 2 billets puis un popcorn, 1,50$, c'est quoi? Sauf que Cinéplex a engrangé 40 millions de dollars grâce à ce stratagème-là. Et donc, tu as l'air d'être d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord. Je fais juste dire, Ticket Pro faisait ça, Admission faisait ça. Mais là, le commissaire de la concurrence a ouvert un truc, c'est devant donc, le tribunal de la concurrence. Et donc, pour montrer qu'en fait, il tire quand même des millions de dollars. Puis, il y a toujours cette idée en économie que le coût, il est diffus. Hein? Une pièce. Puis le bénéfice est hautement concentré, 40 millions. Fait qu'il y a quelque chose comme d'un abus d'un pouvoir là, d'aller chercher des grenailles à gauche, à droite. Et donc, je serais bien intéressé de voir comment le tribunal va trancher. Mais c'est le genre de pratique, honnêtement, moi, personnellement, Phil, que j'aime vraiment pas beaucoup. Non, moi non plus. Honnêtement, charge-moi le billet de cinéma une pièce et 50 plus cher. Dis-moi combien ça va coûter. Ça va être ça que je vais payer. C'est comme des fois, des détaillants t'arrivent et ils disent tu payes par Interact, je vais te charger 50 cents. What the hell? T'sais? Ou faire comme en France puis montrer des prix avec les taxes incluses au restaurant. Ça serait fabuleux. Fantastique. Mais je pense que c'est une guerre que je n'ai pas envie de mener aujourd'hui. Donc voilà, c'était une petite revue d'actualité express, Philippe. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Vous avez peut-être vu la nouvelle passer ces derniers jours. C'est quand même ce qui me semble être un coup de circuit. Je sais pas comment tu as qualifié ça en ondes, toi, plutôt cette semaine. Moi, j'ai appelé ça, en fait, c'était un grand coup. Les produits du Québec qui ont signé une entente ou convaincu Amazon de faire une vitrine pour les produits québécois. Puis, j'ai eu l'idée de contacter la directrice générale qui s'appelle Elfie Morin, qui est avec nous. Salut, Elfie. Bonjour, Elfie. On se tutoie. On se tutoie, sans problème. Bon, avant de se lancer dans les grands projets et les grandes nouvelles, explique-nous en quelques mots les produits du Québec, Quessaco, exactement. Les produits du Québec, en gros, c'est des marques de certification. Ça ressemble beaucoup à Aliments du Québec, mais pour les produits non alimentaires. Okay. Fait que dans le fond, on a notre propre structure, nos propres marques, mais c'est sensiblement la même chose. Fait qu'au lieu des logos, un peu plus autodéclarés, si je peux me permettre, nous, derrière l'octroi du logo, il y a une vérification qui est faite de notre côté. On est dans tous les secteurs non alimentaires. C'est gouvernemental? C'est pas, gouvernemental. Ça a été lancé, c'est une initiative qui a été lancée effectivement par le ministère de l'Économie il y a 2 ans. T'es une amie de Pierre Fitzgibbon, donc... Je pense pas qu'il le connaît beaucoup, là. Je pense que je blague. Pas sûr. Mais c'est quand même 2 qui émergent cette idée-là. Puis après ça, ça a été il y a 2 ans. OK. Et puis, on est quand même dans une structure indépendante. On est un OBNL, on a notre CA. Fait que, c'est pas un parapublic, là, par exemple. Et est-ce que l'industrie participe au financement ou c'est essentiellement de l'argent public qui est derrière ça? Pour l'instant, c'est de l'argent public
essentiellement, mais la vision, c'est vraiment une vision d'autofinancement. Fait que notre structure tarifaire est faite pour que les entreprises qui adhèrent, ils payent un tarif qui fait aussi du sens pour qu'on se rende à l'autofinancement. Comment est-ce qu'on devient directrice générale des produits du Québec? On applique. Okay. Non. Parle-nous de ton parcours, mettons-le. En fait, moi, j'ai un parcours où j'ai principalement œuvré en marketing. Fait que j'étais en agence de marketing où j'étais spécialisée dans ce qu'on appelle le shopper marketing. Fait que j'accompagnais des entreprises dans le retail, dans le commerce de détail, finalement. Fait qu'autant alimentaire et non alimentaire. Beaucoup de stratégies derrière ça. Et après ça, je suis passée chez Sobeys où j'ai été en marketing encore, puis après ça, aux opérations de détail pour justement améliorer ou agrandir un peu mon portfolio de compétences, dans le fond. Puis quand l'opportunité a été amenée d'une certaine façon, c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Intéressant. Est-ce que c'est ouvert pour... Est-ce qu'il faut nécessairement manufacturer un produit? Faut soit le concevoir, soit le fabriquer, ou soit le fabriquer puis en plus avoir des intrants qui sont québécois pour être une entreprise adhérente. C'est vraiment ceux qui nous donnent des sous, là, si on veut, pour que notre modèle d'affaires fonctionne. Mais l'autre façon de collaborer, c'est par exemple par les détaillants. Là, on a parlé d'Amazon, mais tu sais, Amazon, pour moi, c'est un détaillant comme on en a 9 autres avec qui on a des partenariats. Et des partenariats, pourquoi? Pour faire en sorte que les marques sont visibles en magasin. Non, mais prends un produit, disons, je me prends un exemple, produit technologique québécois. C'est assez rare, mais oui. Oui, ça se peut. C'est un produit, mais précisons, c'est quoi un produit? C'est un bien manufacturé. C'est un bien manufacturé. C'est ça. Parfait, c'est ça. OK, parfait. Bon, parlons-en d'Amazon. C'était le prétexte pour t'inviter, Elfie, à l'émission. Donc, vous avez été appelé Jeff. Tu t'es dit Jeff, coudonc. Oui. Jeff Bezos. Dit. Jeff, ça n'a pas d'allure. C'est ça. On veut une vitrine. Il a dit demain. Je m'interroge. Je te mets ça. Petit logo. Mais bon, comment on fait? Parce que c'est quand même une immense entreprise trillionnaire là, dans sa valuation boursière. Je veux dire, c'est quoi la porte d'entrée? Comment on convainc ces gens-là qui ont bien d'autres chats à fouetter, certainement, que de nous faire plaisir aux Québécois, là, qui est un minuscule nation. On est 9 millions quand même. Je veux dire, je veux pas minimiser l'accomplissement, mais justement, je me demande comment tu attires l'attention puis tu réussis à convaincre une géante entreprise comme celle-là d'aller de l'avant avec une belle initiative comme celle-là. En fait, ça a été quand même assez simple. On a effectivement trouvé une porte d'entrée, c'est-à-dire une porte d'entrée, une personne qui était au Québec, qui était en charge chez Amazon des relations gouvernementales, entre autres. Puis on a déjà exprimé notre intérêt à dire, nous, on pense que, il y a 50% des achats là, qui se font au Québec en ligne chaque année sur Amazon. Donc, il y a un Québécois qui va sur Amazon, assurément. Fait que nous, on veut faire la promotion des produits québécois. Tu veux dire chaque jour? 50% chaque année. Donc, je dois être à peu près 48%. Ça vient d'ici, c'est ça. Fait que juste aller voir s'il y avait intérêt à dire, eux avaient déjà mis en place une boutique qui s'appelle Fleur de Lysée. Ils avaient déjà fait ça avant de nous parler. Okay. Fait que on s'est dit, si on fait ça, c'est parce qu'ils ont quand même un intérêt là, de donner une tribune aux produits québécois. Fait qu'on est arrivé avec, regarde, veux-tu le faire avec des marques qui sont crédibles, qui apportent un saut de garantie derrière ça? Puis il y a vraiment eu de l'ouverture rapidement. Fait que, dès qu'il y a eu de l'ouverture, ça s'est mis en place, oui, là, pas si rapide que ça, mais quand même assez raisonnable. Là, comme est-ce que vous savez si c'est fait dans un autre marché que le Québec? Dans le sens qu'Amazon fait ça, je sais pas, en France ou... Dans leur modèle boutique Fleur de Lysée, ils ont aussi ils en ont entre autres pour les provinces canadiennes. Fait que, je ne sais pas à l'extérieur du Canada, par exemple, s'ils font ça, mettons, avec l'Italie, la France et tout ça. Mais je pense qu'ils ont ce désir-là, effectivement, de répliquer un peu ce modèle-là. Là. Puis ce travail d'influence-là a duré combien de temps? Dans le sens, c'est une rencontre, puis c'est fait ou ça a été plein de rencontres? Ça a été une rencontre pour l'intérêt. Après ça, OK, ça peut prendre la forme de quoi? Puis quand ça, c'est devenu concret, je te dirais que les personnes qui ont géré notre dossier étaient très efficaces. Là. Vraiment très efficaces, très organisées. Non, quand même. Pas très surprenant. Là. Non, ça me surprend pas. Je veux dire, Amazon, on peut les critiquer pour plein d'affaires, mais non, c'est efficace. They get things done. C'est efficace. Fait que, ça a été, oui, OK, t'as quand même une structure assez colossale derrière ça. Mais si on avait voulu probablement y arriver en automne, peut-être qu'on y serait arrivé, mais on avait tellement de partenaires à présenter qu'on s'est dit, OK, on va l'aligner un petit peu plus tard. Mais
on parle de 6 à 9 mois peut-être d'implantation, de créer cet environnement-là, de fournir la liste, de valider. Honnêtement, c'est rapide. Non, c'est vraiment pas pire, là. Je reviens un peu à Produits du Québec. Donc maintenant, Amazon, c'est quand même, comme on disait, un bon coup. C'est quoi? Est-ce que vous avez un plan? Là? C'est quoi les prochains grands jalons, les prochaines grandes étapes, les prochains coups d'éclat que vous avez sur... Coups d'éclat, je ne sortirai pas ici. Mais, on veut des scoops! Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as sur ta roadmap, là, mettons, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années? Écoute, c'est sûr que pour les prochaines années, nous, on est quand même dans une vingtaine de secteurs d'activité de biens de consommation. Fait que, tu sais, c'est large, là. Il y a le meuble, la pharmacie, tout ça. Fait qu'on veut avoir une présence dans ces secteurs-là, du moins les secteurs les plus clés. Puis il y en a avec qui on commence ces démarches-là. Tu sais, on a annoncé des partenaires avec BMR, CPRO, tout ça. Fait qu'on veut continuer ça. Fait qu'on a d'autres partenaires détaillants qu'on va annoncer sous peu, tu sais, avec qui on veut collaborer pour mettre de l'avant les produits québécois. Fait que cette empreinte-là, faut qu'elle grandissent, entre guillemets. Et puis, c'est sûr qu'en parallèle, tu as le recrutement des entreprises adhérentes. Fait que les manufacturières ou celles qui conçoivent les produits. Fait que ça, évidemment, c'est les 2 priorités. Puis, on va travailler aussi sur tout ce qui est, je dirais, les entreprises qui sont plus dans le B2B, fait que, tu sais, qui produisent des biens. Comment qu'on peut favoriser le maillage aussi de toutes ces entreprises-là? OK, moi, je produis ça, mais j'aurais besoin de m'approvisionner au Québec. T'sais, on a peut-être un rôle qu'on pourrait jouer là-dedans. Fait qu'on commence à plancher là-dessus. C'est intéressant. Puis est-ce que, tu sais, ultimement, là, je suis pas dans la vision très ambitieuse, mais est-ce qu'il y a un rôle de conseil que tu vois les Produits du Québec jouer? C'est-à-dire, tu sais, justement, tu parles d'approvisionnement. Une entreprise qui voudrait acheter québécois, comment je fais, à qui je parle? Tu sais, j'imagine qu'il y a des politiques à mettre en place. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez aussi de faire? Il faudrait définir notre terrain là-dedans. Puis c'est Investissement Québec aussi qui le fait, là, avec des agents de maximisation qui ont des rôles aussi d'accompagner les entreprises dans l'approvisionnement. Fait que, tu sais, il faut voir le terrain où on se complète. Mais, tu sais, nous, on a sur notre site web, on a même un répertoire où là, on commence à mettre les produits de l'avant. Fait que, tu sais, qu'il va y avoir une visibilité pour même les entreprises de dire, se faire voir peut-être à travers toute cette offre-là. Fait que, tu sais, j'ai pas le détail, mais assurément, on va y travailler. Là. Très bien. Plus tôt cette semaine, on a entendu la triste nouvelle. Là, Phil a pleuré, je pense. Ouais, mais je vois ça. Ce n'est que nos revoirs, mes frères. On peut-tu avoir en régie là, comme un genre d'oraison funèbre? Là? Bref, c'était la fin des activités du panier bleu. Le ministre Fitzgibbon avait déjà comme pas mal indiqué que c'était ça qui s'en venait. Mais bon, le jour même, communiqué est sorti, on a mis la switch à off, c'est fini le panier bleu. Puis le gouvernement a annoncé qu'il rajoutait, je pense, 6 millions de dollars pour rembourser les fournisseurs, payer les indemnités de départ. Bref. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je pense de la fermeture, dans le fond? Ou du panier bleu, puis de la fermeture du panier bleu. Quel rôle ça a joué dans le panorama, disons, des Produits du Québec par rapport à... Tu sais, le panier bleu est arrivé avant Produits du Québec. Là, sont arrivés avec... Fait que nous, quand on est arrivé, pour nous, le panier bleu, ça a été une première piste de collaboration, de dire, sur un site où on a des commerçants locaux, on peut-tu identifier les produits québécois? Fait que, tu sais, c'était quand même une forme de collaboration pour nous, puis une forme de visibilité pour des entreprises adhérentes. C'est sûr qu'on n'en avait pas nécessairement beaucoup, qui étaient sur le panier bleu puis qui étaient nécessairement identifiés. Fait que, tu sais, c'était peut-être pas là nécessairement qu'on était le plus vu, mais c'était... parce que c'était des commerçants québécois. C'était des commerçants québécois. Vendaient, puis c'était un peu les critiques qu'on avait lues dans les journaux, mais qui vendaient pas nécessairement des produits québécois. Là, je me suis déjà fait taguer sur ciblé pour des AirPods. Là, non, c'est ça. OK. C'est très bien parce que c'était justement là, telle boutique. Là, la boutique locale. Ouais, le filion électronique. Que j'aime bien par ailleurs, mais c'était comme clairement le produit n'était pas québécois. Non, mais ça n'a jamais été ça qu'ils ont communiqué, mais je pense que le consommateur avait peut-être des attentes de retrouver des produits québécois. Fait que c'est peut-être là qu'il y a eu un certain, je vais dire, malentendu, si je peux me permettre. Mais tu sais, ça a toujours été ça, des commerçants québécois. Mais un commerçant québécois, comme tu sais, ton exemple est bon, tu vends de l'électronique, c'est sûr que les télés, d'après moi, sont pas fabriquées au Québec. À Joliette. Puis, ça serait surprenant. Moi, j'en connais pas, mais... À Bécomo. Fait que assemblage. Fait que c'est fait que tu sais, je trouve ça on perd quand même une certaine visibilité. On avait quand même une collaboration avec eux. Bon, tu sais, il y a des humains aussi derrière ça. Il y a des gens qui croyaient tu sais, fermement. Ils sont, je sais pas combien de personnes. Quarantaine de personnes ont perdu. C'est quand même assez costaud. Il y avait une nouvelle direction générale aussi qui est arrivée en poste. Fait que tu sais, il y a quand même l'aspect humain là, derrière ça. Fait que voilà, tu sais. Ça m'amène quand même de toute façon, on peut pas être... Je pense que dans notre cas, on n'était pas contre l'initiative, tu sais, je le dis souvent. Non, mais Francis, on était contre le fait que le gouvernement du Québec ait mis de son argent là-dedans.
que 3 chums, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu le show de Dominique Paquette, là, quand il parle des Costco. Non. En tout cas, c'est drôle. Mais en tout cas, qu'une gang d'entrepreneurs décide, on va mettre de notre argent. Ça, en anglais, on dit du skin in the Il y game. avait de l'argent de Lightspeed, Desjardins. Mais un peu, après, tu sais. Après avoir dépensé 5 millions. Moi, là où j'aimerais t'emmener, Elfie, c'est on parle de produits du Québec, on parle de certifiés. Quel rôle est-ce que justement le commerce électronique joue là-dedans? Parce que, la relation avec Amazon, on parle du panier bleu, ça reste que, des fois, on va à un magasin, c'est un peu plus évident, il y a un vendeur qui peut nous dire. Sur Internet, justement, là, sur Amazon, ça va être peut-être plus facile de l'identifier. Comment tu vois ça, le retail, la vente au détail versus le commerce électronique, puis le rôle que vous allez jouer dans ces deux univers-là? Bien, tu sais, le commerce électronique, moi, je trouve le gros avantage, c'est que le contrôle d'identification est beaucoup plus simple. Tu sais, nous autres, on a des marques de certification, il faut que ce soit mis devant les bons produits. Ça peut pas être mis sur « je pense que c'est québécois », tu sais, sinon on perd un peu notre le vendeur raison. qui prend la boîte puis comme mais l'humain, il arrive dans le commerce de détail. Tu sais, je veux dire, si Jean Coutu, même si c'est un exemple, Jean Coutu, mais ça pourrait être un autre partenaire, tu sais, même si tous les mémos sont faits, toutes les communications sont faites dans la réalité des choses, il y a un roulement de personnel, il y a un, mais de plus en plus, tu sais, là, je vais nommer un détaillant, mais tu sais, Pasquier là, a fait une section québécoise. Tu sais, t'es comme, je pense que peut-être toutes les épiciers font ça. Mais c'est pas mauvais du tout, tu sais. Non, mais c'est vraiment pas mauvais. C'est juste que comme organisme certificateur, je peux me permettre, tu veux que ce soit devant les bons produits. Parce que si ça se met à être devant toutes les inspirations du commerçant, c'est là que ça fonctionne un petit peu moins. Fait que quand on fait un partenariat avec un détaillant, ben leur portion, c'est beaucoup de dire je m'engage à l'identifier au meilleur de mes capacités devant les bons produits. Puis de le mettre à jour. Parce que nous autres, ça change. Il y a des nouvelles entreprises qui s'ajoutent. Puis, tu sais, fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas si simple pour un commerçant de dédier son personnel à faire ça en magasin versus commerce électronique où, tu sais, c'est quand même plus simple là, à faire. Là. Ça change, puis ça va continuer de changer. Moi, je trouve que c'est une belle... les produits du Québec, c'est une super belle initiative. On ne te connaissait pas, on connaissait pas ça. Puis quand j'ai vu, moi, l'annonce d'Amazon, j'ai dit, hey, il y a un organisme qui protège ça, qui pousse ça, un peu comme Aliments du Québec. Même chose. C'est ça, mais je trouve ça que c'est une belle initiative. Continuez le bon travail. Puis, tu sais, c'est le fun de pouvoir identifier les produits rapidement. Ben oui. Tu sais, avec un logo, avec une reconnaissance de ce logo-là. Exact. Donc, bravo pour ça. Merci beaucoup. Elfie Morin, directrice générale des produits du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Qui n'a pas rêvé d'être immortel, Philippe Richard Bertrand? On a avec nous en studio quelqu'un qui va nous parler de la santé, du bien-être, mais aussi de l'éternité peut-être. La longévité. La longévité, j'aime ça. Étienne Crevier. Tu sais, je me mélange dans les mots finalement. Entrepreneur, généticien. Je l'ai connu à l'époque, il était PDG de Biogénique, une entreprise qu'il a désormais vendue. Aujourd'hui, il est investisseur, mentor, man about town, comme on peut dire. Il paraît qu'on pourrait vivre jusqu'à 200 ans, Étienne. Écoute, t'es super fin, merci. J'accepte toutes les invitations que tu me donnes, Francis, que ce soit de parler de mes échecs, fail camp. J'ai été, à l'époque, je faisais les fail camp, des événements sur l'échec, et Étienne avait été un de nos invités. Je me rappelle. Il y a eu un article dans les affaires sur ma conférence, puis à ce jour, c'est la citation qui a le plus fait jaser. Comme mon échec, c'est d'avoir gagné trop de prix. C'était vraiment, tout le monde était comme sérieux, t'es prétentieux. Ouais. Mais en fait, c'est un sujet qui me passionne parce que la génétique, c'est le code d'architecte du corps humain. Fait que tu sais, on est avec, puis il y a des petites modifications qui se font dans notre vie, mais somme toute, ça reste identique. Et c'est une citation de Aubrey de Grey, qui est un informaticien anglais qui habite en Californie maintenant, mais qui est vraiment un biohacker qui s'est lui-même enseigné, qui s'est lui-même informé. Et en 2011, il avait dit « Le premier homme à vivre 150 ans est déjeuné et la première personne à vivre 1000 ans va naître dans les 20 prochaines années. » Puis ça avait fait un espèce de boule de neige. The Economist avait repris ça, Forbes avait repris ça. Puis, à ce jour, c'était resté un peu lettre morte jusqu'à ce que, récemment, depuis 2022, il y a un entrepreneur américain, Brian Johnson, pour ne pas le nommer, il met 2 millions de dollars par année sur sa propre santé à faire un protocole pour essayer de renverser les effets de l'âge. C'est fou. Lui, sa prémisse, c'est que l'âge, dans le fond, la vieillesse, c'est une maladie et ça peut se guérir.
Parce que, en fait, puis si on va dans vraiment le core scientifique de la chose, le corps humain vieillit pour ne pas mourir. Là, je vous laisse processer cette phrase-là 30 secondes. Tu sais, le petit emoji de bonhomme là, qui est la tête. OK, mais donc concrètement, le 2 millions de dollars, schmoozy, je veux dire, c'est quoi les avancées technologiques concrètement qui permettent, il imprime son pancréas en 3D, là, je veux dire, qu'est-ce qui nous permet de croire? Puis tu sais, je vérifie rapidement, la personne la plus âgée actuellement sur la planète a 116 ans. La japonaise, mais je veux dire, madame. tu sais, j'ai l'impression, là, mettons que l'économiste en moi, rendements marginaux décroissants, là, comme 116, il n'y en a pas beaucoup, là, tu comprends? On est d'accord. Là, casually, on dit, bon, 150, 1000, là, on shoot des chiffres de même, là, mais je veux dire, c'est quoi concrètement l'aspect, disons, technologique qui nous permet de croire que ça va être possible de notre vivant, là, que cette personne-là est née, comme tu le dis? Je vais essayer de rester très simple. Ouais, Tu me fais des signes si jamais je deviens trop geek et nerd de la chose. Le corps vieillit pour ne pas mourir. Exactement. En fait, on a des séquences protectrices autour de notre ADN qui s'appellent les télomères. Les télomères, c'est ce qui vient manger la marde, tous les rayons UV, tout ce qu'on mange. C'est là que les mutations se font, puis c'est de l'ADN qui sert à rien. Fait que justement, le corps le coupe au fur et à mesure, puis à un moment donné, il n'y a plus de télomères, la cellule meurt, puis on passe à une autre chose. Mais quand on n'a plus de télomères, c'est ça qui va créer des rides, des cataractes, une cirrhose du foie, parce que justement, on rapetisse, puis on n'a plus de protection autour de notre ADN. Et le prix Nobel de 2016, en fait, c'était les télomérases, la découverte que cet enzyme-là qui peut régénérer les télomères. C'est John Skoczak qui a fait son doctorat à McGill, qui a eu le prix Nobel. Et là, on dit, on vient de découvrir enfin l'enzyme qui va nous rendre immortels. Le problème, c'est quand on injecte ça chez l'humain, ça crée des cancers. Fait que là... Ben oui, parce que ça démultiplie quelque chose. Exactement, complet. Puis... on se rend compte que c'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est à la fois bon et à la fois mauvais. Il faut l'avoir en bas. C'est nous deux, ça. Exactement. Je dirais pas qui est qui, c'est dans ma tête. Là, il y a la belle et la bête. On cligne des yeux sur la belle et la bête. Mais puis, on s'est rendu compte, en fait, que le corps tue les cellules parce qu'ils sont en train de devenir cancéreuses. Donc, on vieillit pour éviter d'avoir le cancer. On a juste à guérir le cancer et automatiquement, on peut s'injecter des télomérases. J'étais allé avec un client en Angleterre, à Londres, voir une conférence sur les nanotechnologies. Ouais. Okay? Puis que ça pourrait peut-être être quelque chose... En fait, la conférence est extraordinaire. J'ai pas trop compris tout, là, mais ce qu'il disait, c'est que si on va être capable un jour peut-être de s'injecter des nanotechnologie, des nanomachines qui vont aller manger tout ce qui est mauvais. Exact. Dans le corps. Oui, parce qu'en fait, le cancer, c'est des cellules de notre propre corps qui sont juste hors de contrôle. Mais ils ont une signature génétique et biochimique propre à eux. Fait qu'on est capable de programmer une mini-machine qui, elle, va vraiment juste cibler ces cellules-là et les détruire avant que ça devienne une masse. Puis si on est capable de faire ça, c'est ça la prémisse, dans le fond, de David Sinclair, qui est chercheur à Harvard, qui a publié son livre récemment, qui a reparti toute la notion d'être immortel. Puis on peut se poser la question éthique de si on veut ça, mais ça serait dans le deuxième temps. Mais j'arrivais à ça un petit peu, Étienne, si tu permets, parce que, tu sais, je veux bien vivre 150 ans, là, reprenons ce chiffre-là, mais à un moment donné, j'ai aussi le sentiment, puis même les personnes dans mon entourage qui ont atteint le vénérable 150 ans de Francis, ça serait pas une bonne chose. Mais pensons à des gens autour de nous là, qui arrivent à 85, 90. C'est comme, à un moment donné, tu sais, c'est moins drôle. L'élastique est à... Oui, puis je vais juste comme un peu, vivre en termes d'années longtemps, mais il y a une notion de qualité de vie aussi là-dedans. Puis j'aimerais un peu t'entendre là-dessus parce qu'on a le sentiment actuellement que oui, on peut vivre super longtemps, mais à un moment donné, passer 70, 75, 80, what's the point? Là? Je veux pas sonner faire de l'âgisme, mais je me dis, je vois quand même pas mal de gens rendus à ces âges-là qui ils ont de la sénilité, ils peuvent plus se déplacer autant qu'ils veulent. Tous leurs amis meurent autour d'eux. Puis je veux dire, moi, honnêtement, je préférerais mourir rendu là que de voir ma vie se déprécier en termes de qualité de vie comme ça. Je voudrais un peu t'entendre, c'est quoi y a-t-il une promesse vraiment qu'on va courir des marathons à 122 ans? Là, c'est le concept de mortalité et morbidité. Fait que c'est pas nécessairement à quel âge que tu meurs, mais c'est dans quel état tu meurs. Puis, la prémisse de ça, puis je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je vous donne la littérature. Ce que ça dit, c'est on va mourir à 100 ou 150 ans, mais on va mourir en pleine forme.
On va pouvoir monter une montagne la veille, puis en fait, notre corps va être programmé pour arrêter à une certaine date pour éviter la surpopulation. C'est un peu ce que les experts et les grands penseurs de la longévité disent. Non, mais en fait, j'adore le point de vue parce que c'est sûr que si t'es à 70 ans en ce moment, t'es pas en shape, puis t'as plein de problèmes de santé, de te maintenir en vie jusqu'à 150, c'est pas cool. Par contre, le système va faire faillite. C'est ça, je te dis, mais si on trouve, peu importe si ça va s'injecter, si ça va être de la nano, peu importe, mais si on trouve une façon de te garder en santé, tasser le cancer, les cataractes, la cirrhose du foie, tout ça, là, c'est plus le même problème, selon moi, Francis. Mais nous, peut-être qu'on est dans notre génération. Moi, j'ai 48 ans, je vivrai peut-être pas ça. Mais moi, on est proche à quand de vivre ça, là? Mais je te dirais, d'ici 15 ans, c'est sûr et certain qu'on va voir un changement de paradigme. Je m'adresse à l'économiste en toi, oui. Parce qu'en ce moment, le système de santé est fait pour guérir des maladies. Alors que si on vit dans un système de santé qui est là pour prévenir les maladies. Parce qu'en fait, on va t'injecter, on va te garder, on va te maintenir en santé. Ça défait toute l'infrastructure sur laquelle le système de santé est bâti. Là. Les médecins n'ont plus la bonne formation, les infirmières n'ont plus du tout les bons équipements. Ça change complètement la game, là. Alors, prochain ministre de la Santé, ça va être la réforme Crevier. Mais tu m'interpelles comme économiste, puis moi, il y a un truc dont j'aimerais parler avec toi lié à ça. Il y a des inégalités sociales, économiques dans la société. Big time. Big time. Quelqu'un qui, gagne le jackpot, ou encore pire, là, au sens moral, hérite d'une grande quantité d'argent à 40 ans. On nommera pas de nom. Non, mais tu sais, mon point, c'est juste que faire fructifier un actif pendant 120 ans, là, mettons, ouais. Ça va juste accroître les inégalités, non? Puis je pense à une série télé que j'ai beaucoup aimée, Altered Carbon, où les personnages vivent très vieux, même sont semi-immortels, mais il y a cette espèce de classe c'est des trillionnaires, là, je pense, mais parce que le rendement sur le capital de leurs grands-parents qui a été cédé à leurs parents n'a fait que, tu comprends? Mais non, mais tu vas être client chez Revenu Québec 150 ans. Le gouvernement peut pas être contre ça, là. Ouais, mais je pense quand même que, tu sais, le rendement, la capitalisation de la richesse sur une période extraordinairement longue va faire en sorte de créer une classe de gens qui vont être c'est ça le contrat social. Le contrat social, c'est qu'on a beau être multimilliardaire de notre vivant, on a toute la même longévité. Jeff Bezos finit par mourir un jour. On est d'accord. Avec une date de péremption. Exact. Mais là, on en vient que tous les multimilliardaires de ce monde courent après la longévité. Puis c'est un peu la prémisse qui fait que je pense que c'est le top 20 des plus riches sur la liste de Forbes ont investi en longévité et veulent atteindre cette espèce d'éternité-là. Ce qui dit qu'on va l'atteindre bientôt parce qu'il y a la course. Après ça, moi, c'est sûr et certain que ce n'est pas souhaitable d'avoir une classe de population qui est juste immortelle, puis on a les gueux et la plèbe, finalement, qui meurent à 30-40 ans. Mais on le voit, en fait, arriver, puis dans les prochaines années, je ne sais pas si vous avez entendu parler du médicament Ozempic. Ozempic. Le médicament magique. Magique pour perdre du poids. Ouais. En fait, c'est supposé pour le diabète. C'est supposé pour le diabète. Mais je te dis, tu montres à ton médecin une haute pression, soudainement Ozempic fait son apparition. Il y a des pénuries massives de ce médicament. La Floride vient voler le stock du Québec en ce moment. Et donc, où est-ce que tu vas en venir avec Ozempic, c'est qu'on se retrouve avec vraiment deux classes de population. Dans les prochaines années, on va avoir des gens qui peuvent se payer Ozempic au privé ou aller voir des médecins qui vont être minces et en santé. Puis on va avoir une classe qui va manger de la poutine. C'est comme 600 $ par mois, une affaire de même? Là, c'est par dose. C'est 600 $ par dose, mais c'est comme aux 2 semaines. Fait que ça revient à 1200. Ça, mais fait qu'il faut que tu aies un petit 15 000 de lousse. Moi, ça m'inquiète beaucoup plus. C'est toute cette question de... Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde non plus que, comme le riche homme d'affaires, que tu dis qu'il peut se mettre 2 millions dans son corps, par année. Par année. Tu comprends? Ça, c'est ce qui m'inquiète, qu'on va potentiellement faire 2 classes de personnes, des gens qui peuvent se payer ces soins-là, qui vont nécessairement avoir un bout technologique dedans, de suivi ou whatever, puis ceux qui ne pourront pas. C'est un peu... Qu'est-ce qu'on fait, donc, éthiquement? Puis là, tu me dis, Jeff Bezos, il va mourir à 150 ans, mais je veux dire, je vois mal Jeff Bezos accepter cette règle-là. Là, il y a comme le real politique là, de la patente. Là, je suis sûr qu'il va y avoir plein de voies de contournement, puis de tricheurs. Ils vont déménager dans un pays qui n'applique pas la loi mondiale. Je reste un techno-optimiste dans la vie. Donc, moi, je me dis, le système se corrige, mais
Mais c'est sûr qu'on fait face à une dérive potentielle, puis on la voit venir. Après ça, c'est un peu... Moi, je fais l'exemple de la Tesla. La Tesla, qui était le roadster extrêmement dispendieux, a permis la démocratisation de la voiture électrique. Donc, est-ce qu'on veut empêcher les ultra-riches de démocratiser les nouveaux soins de santé qui vont vraiment nous permettre d'aider la population? Moi, j'ai pas de problème moral à ce que ces gens-là dépensent des millions de dollars, des milliards sur leur propre dada de milliardaires, si ça l'aide au final les traitements pour tout le monde. Mais il va falloir mettre l'ONU ou le World Health Organization va devoir mettre une règle qu'à 150 ans, t'es out. Oui, avec leur on va te dépluguer. Avec leurs moyens de coercition très forts. C'est l'armée du C'est quoi le film qu'il y avait avec Justin Timberlake? C'est ça. Ah, demain, 150. J'ai dit dans l'introduction, Étienne, t'es un entrepreneur né, t'es un gars de 1000 projets. Pourquoi t'es pas en train de faire ça à 150 heures par semaine? T'as l'air d'être convaincu. Clairement, l'opportunité ça s'en vient. Est massive. Est-ce que je veux dire, je veux pas un scoop, mais est-ce que tu es en train de réfléchir à quelque chose là-dedans, mettons? C'est un changement de paradigme, c'est sûr, oui. Je reste très... Je suis mentor, je suis coach, je suis investisseur, puis je regarde la longévité vraiment comme étant un investissement du demain matin. Mais selon moi, la technologie est encore très early. On est à l'époque... les tests génétiques, là, en 2010, je me faisais traiter d'extraterrestre. Là, je parle de longévité dans un podcast, puis je regarde votre face, je suis un peu un extraterrestre. Fait que pour moi, on n'a pas la maturité du secteur technologique encore, mais d'ici 5-10 ans, vraiment, là, ça va être démocratisé, puis ça va venir avec des tests plus personnalisés, des médicaments qui vont nous permettre de vraiment de vivre plus longtemps, comme l'Ozempic, le Metformin, mais on n'est pas rendu là. Très intéressant. Donc, tu vas pas te lancer en affaires, c'est ce que je comprends. Pas tout de suite là-dessus. On s'en reparle. Je t'appelle en premier. C'est bon, parfait. Je serai là, puis on invitera Phil aussi dans le party. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, je tiens à dire aussi, tu as le podcast Les Dérangeants. Exact. Un des fondateurs. On vous invite à aller écouter le podcast. Qui n'est pas hébergé sur Cube. Oui, qui est sur Cube aussi. Depuis la 6e saison. Convergence, mesdames et messieurs. Allez voir, allez écouter, pas voir, mais allez écouter et voir, en fait, le podcast Les Dérangeants là, que j'apprécie, moi, de mon côté. Vous êtes super fin. Vous êtes dû pour être invité. Je vous lance... On attend ça avec impatience. C'est bon. Merci, Étienne. Merci. Ciao. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. C'est avec un très grand plaisir, Philippe, qu'on lance cette nouvelle collaboration, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, et on va recevoir une fois par mois environ, peut-être plus si besoin, selon l'actualité. Si plaisir, mais donc collaboration sur l'actualité donc entrepreneuriale au Québec et au Canada, et donc pour ce faire, la collaboration s'entame avec François Vincent, qu'on a déjà eu à l'émission quelques fois, qui est VP Québec à la FCEI. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. C'est dépendamment du moment qu'on écoute. Il est bon. On couvre 3 sujets en rafale comme ça. Il y a une étude de la FCEI qui démontre que 7500 entreprises sont à risque de voir leur impôt exploser, et il y a donc une dizaine de milliers d'entreprises qui ont signé une pétition. Qu'est-ce qu'il y en est? Bien, en gros, là, ça, c'est unique là, au Québec. Là. Dans toutes les provinces, il y a un taux d'impôt réduit. Donc, ils vont payer moins d'impôts sur leurs premiers 500 000 pour justement prendre en considération que l'entreprise est plus petite, donc les coûts sont plus importants, puis il faut l'aider à croître. Le Québec, en 2015, a fait une grosse consultation pour améliorer la fiscalité du Québec sans revoir le fait qu'il fallait la diminuer. Donc, prends le même nombre d'argent que l'État reçoit, puis comment on est capable d'améliorer ça. Puis une des recommandations, c'était la prime à la croissance. Donc, c'est-à-dire, je vais enlever le taux d'impôt réduit pour encourager les petites entreprises à engager, grandir et là avoir accès à la diminution de l'impôt. Le gouvernement a mis ça en place au début seulement pour les secteurs des services et de la construction avec un seuil, je crois que c'était 5.
Ensuite, ils ont modifié l'année d'après avec un nombre d'heures. Donc, ça frappe le saisonnier de façon plus grande. 5 employés, là. Donc, là, c'est 5500 heures. Donc, c'est moins de 3 employés à temps plein. Si on est dans le saisonnier, ça peut monter jusqu'à 6. Donc, si l'entreprise ne rémunère pas 5500 heures, elle va payer le taux d'impôt de la multinationale. 24%. Non, c'est entre 3,2 et 11,5. Donc, c'est une différence de 200. OK. Ouais, là, c'est juste Québec. Parce que le fédéral n'a pas cette distinction-là. Donc, ça fait en sorte que les plus petites, parce qu'elles sont dans certains secteurs qui sont défavorisés par le gouvernement du Québec et ne rémunèrent pas assez d'heures, paient plus d'impôts. C'est ça. Donc, le problème, ce sont les entreprises qui sont à 6 000 heures là, ou 5 700 heures qui, là, bon, ralentissement économique, petit problème à l'horizon, vont peut-être couper une ressource ou couper un chiffre de travail, vont tomber en bas de ça, puis là, soudainement, vont payer beaucoup plus d'impôts. Fait qu'on a fait une étude là-dessus. Ouais, on a sondé nos membres, seulement les entreprises qui avaient moins de 10 pour trouver le sectoriel, le saisonnier. Ensuite, dans la compilation des résultats, on a pris juste les entreprises qui avaient moins de 5 employés, celles qui avaient répondu qui avaient accès. Ensuite, on a demandé, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, s'ils pensaient passer en dessous du seuil de 5500 heures. On a appliqué ces résultats-là sur le nombre d'entreprises de moins de 5 employés selon Statistique Canada qui ont moins de 5 employés dans les secteurs visés. Puis on arrive à 7500 entreprises. Bien, c'est fou, là. Ouais. Je veux dire, tu perds un employé ou deux, tu n'es pas capable de le réembaucher, tu automatises ou tu as une diminution de tes ventes. Comment là, tu vas payer des milliers de dollars. 150 000 de bénéfices. Les entreprises, ça me dérange pas. C'est genre l'entreprise derrière Arrive Cannes, qui était eux, ça me dérange pas. Mais je sais pas combien d'impôts ils payaient, eux autres. Apparemment, il y avait une affaire de paradis fiscaux aussi là-dedans. Et donc, mais ça va faire mal. Ben c'est ça. Donc, c'est 4 150 $ par 50 000 de bénéfices. Donc, tu fais 150 000 de bénéfices, c'est presque 15 000 que tu vas recevoir en augmentation d'impôts au pire moment où l'entreprise devrait le recevoir. Parce que ça va mal, par définition, parce qu'on a coupé un corps de travail, parce qu'on a, etc. Donc, c'est un peu paradoxal. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, il devrait régler ça au plus sacrant. Comment ça se règle? Écrivez à votre ministre, écrivez à François Legault. C'est pour ça qu'on a fait signer la pétition. Là, mais si tu étais Éric Girard ou François Legault demain matin, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça à l'avantage là, de l'entreprise indépendante québécoise? Ben, on enlève la distinction des heures. Donc, on abolit tout simplement cette distinction-là. Bon, là, le principal argument que Québec a, c'est que ça coûte cher. Donc, je vais perdre des revenus. Mais regardons ça de l'autre côté. On surtaxe, on surimpose les plus petites parce qu'on a pris une mauvaise décision à la base. Puis là, après ça, c'est pour une question d'argent. Donc, nous, on a évalué l'impact de régler cet enjeu-là. Sachant que notre vin est plus cher au Québec, notre essence est plus chère au Québec. Ça nous amène à notre deuxième sujet. Le 12 mars prochain, le ministre Girard va déposer son budget. Tu le dis, M. Girard l'a dit, M. Legault l'a dit, ça va être plus serré, hein, des déficits plus important que prévu. Et vous avez donc fait une enquête sur l'opinion des Québécois, notamment sur les mesures budgétaires et la situation économique. Dis-nous quelques mots à ce sujet-là. Bien, il y a une grosse inquiétude de la part des Québécois et des Québécoises. Sur la situation économique. Donc, c'est 72 % qui sont inquiets de la situation économique du Québec. Puis, c'est 37 % qui ont peur que eux ou quelqu'un de leur entourage perde leur emploi. Donc, on voit que, bon, ben là, disons que c'est pas rose-rose au niveau là, des citoyens. Puis, de l'autre côté, ces personnes-là disent, ben, on leur a demandé comment on devrait stimuler la relance économique. 62 au-dessus de 60 %, ça devrait passer par les PME avant les multinationales. 61 % ça devrait passer par les PME au lieu de la fonction publique. Et ça, excuse-moi de te corriger, mais c'est un sondage mené auprès du grand public. C'est ça. Parce que, évidemment, les PME vont dire qu'il faut que ça passe par les PME, mais c'est pas un sondage que vous avez mené auprès des entreprises, mais bien auprès de la population en général. Oui, un sondage léger avec un panel web de 1100 répondants. Où sont les programmes pour
pour aider les PME. T'sais, on a aidé des Nordvolt, on en a aidé du monde, là, des multinationales, mais la PME struggle. Parlons-en de ce budget-là, peut-être. François, qu'est-ce que tu t'attends à y retrouver, toi, réalistement? Là? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, Éric Girard, le 12 mars? Bien, on diminue les attentes de façon assez majeure. Quand on l'a rencontré durant les consultations prébudgétaires, elle dit on est vraiment serré, puis etc. Mais, il s'est juste trompé de 2,4 milliards dans son budget. Mais, tu sais, si tu veux que ça aille mieux, il faut que tu fasses confiance à tes PME qui représentent la majorité des emplois partout en région, qui représentent le pouls, le cœur de l'économie du Québec. Puis je pense pas que c'est en décidant pour elles ce qui est mieux. Donc, je pense qu'il est temps de redonner un petit peu d'air aux petites et moyennes entreprises. On a 30 % de plus de taxes sur la masse salariale que la moyenne canadienne. On se compare souvent à l'Ontario aussi c'est 30 à 31 % aussi là-bas. On a le taux d'impôt pour les petites entreprises le plus élevé de 8 provinces. Donc, il doit donner un peu de marge de manœuvre puis alléger la fiscalité des petites entreprises. Tu peux pas demander d'avoir une croissance plus grande en ayant des barrières plus importantes à la création d'entreprises, au maintien d'entreprises, comme ça, puis dire non, j'aide les PME, je suis là. Ben non, tu les aides pas. Ta fiscalité leur rajoute une complexité supplémentaire. Puis on le voit dans nos données, là, on a cumulé l'ensemble des résultats du baromètre des affaires, qui est un indicateur économique, je n'avais parlé la dernière fois que j'étais venu, reconnu, qui est regardé par la Banque du Canada, par les ministères des Finances, le provincial aussi, mais il cite dans son budget juste quand les résultats font son affaire, là, il faut une pleine page, là, puis quand on est dernière province, bizarrement, c'est pas dans le budget du Québec, mais les indications n'ont jamais été aussi négatives, à part avec la crise économique, puis on le voit dans les investissements privés qui sont en chute libre également. Ben, tu sais, si on veut avoir de la croissance, il faut les aider. Tourisme Montréal, puis elle disait qu'il y a une diminution de 30 % des investissements étrangers. C'est Montréal International. Montréal International, excuse-moi. 30 % de moins d'investissements, 25 %. On termine parce que là, on a cassé beaucoup de sucre sur le dos du gouvernement, mais il y a dernier thème, là, les entreprises, les PME québécoises laissent de l'argent sur la table. Il y a des opportunités peut-être d'aller chercher plus de subventions. Dis-nous de qu'est-ce qui en ressort. Puis ça démontre aussi qu'en allégeant la fiscalité, d'aide directement toutes les entreprises selon leurs propres priorités du moment. Mais 30 % des PME, on a fait un sondage auprès de nos membres, on l'a publié en fin janvier ou en janvier, je me reste, ça va tellement vite. 30 % qui sont au courant des programmes et services qui sont disponibles pour eux. 50 %, c'est le dirigeant d'entreprise qui va faire lui-même tout le démarchage, la paperasse pour aller chercher les 10 crédits d'impôt avec l'aide des comptables, là, dans 60 % des cas. Puis plus tu es petit, ben plus c'est le dirigeant d'entreprise qui va faire tout le travail lui-même. Je peux en attester personnellement. Puis là-dessus, on regarde la pénurie de main-d'œuvre parce qu'elle reste là, même s'il y a une diminution du nombre de postes vacants. La première conséquence, c'est que le dirigeant d'entreprise, dans 72 % des cas, travaille plus d'heures. Fait qu'on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc, la pénurie de main-d'œuvre représente un boulet pour les entrepreneurs d'aller chercher cette aide-là. Il y a possibilité d'améliorer la communication. On travaille beaucoup avec les différentes agences gouvernementales, Revenu Québec, Emploi Québec, Service Québec, pour trouver une manière d'améliorer justement le travail. D'alléger. Oui, c'est la première contrainte pour avoir accès au crédit d'impôt, c'est la complexité puis la lourdeur pour aller le chercher. Mais même à ça, trouver une façon à ce qu'ils puissent pousser davantage la communication. J'ai suggéré quelque chose à Service Québec. Dans le fond, j'ai dit, tous les entrepreneurs vont annuellement aller chez le registraire des entreprises. Mais à la fin, tu peux leur demander, voulez-vous répondre à un sondage? Ils peuvent dire non. S'ils le font, après ça, ils peuvent cliquer « Je cherche à exporter »,« Je cherche à aller chercher des crédits d'impôt sur les... » etc. Puis ensuite de ça, eux autres, ils sont capables, avec le résultat du sondage, de pousser de l'information. Mais en même temps, pourquoi ils ne feraient pas travailler l'intelligence artificielle pour que quelqu'un responsable dans le ministère en tant que tel soit capable de faire un suivi avec l'entrepreneur pour faire un lien entre ceux qui en ont besoin
puis les crédits ou l'aide qui est disponible. Là, actuellement, on fait une conférence de presse, puis on pense que tous les entrepreneurs, par magie, vont se mettre sont au courant. La 14e de la journée. Sans être conspirationniste, je me demande, est-ce que justement le fait que ça soit compliqué, un peu obscur, qu'il y en ait beaucoup, que ça passe par des canaux, qu'il y ait beaucoup de paperasse, est-ce que c'est pas justement une manière pour le gouvernement de ne... Tu sais, parce qu'ils font des annonces, là, on a octroyé, je sais pas, 20 millions pour telle affaire, puis finalement, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, l'enveloppe, elle n'est jamais dépensée pleinement. Est-ce que c'est un stratagème gouvernemental pour éviter de dépenser de l'argent, ou c'est juste parce que c'est de la paperasse puis de la bureaucratie inutile? Est-ce que c'est culturel ou est-ce qu'il y a vraiment une intention? Je pense que c'est pour assurer la saine gestion des finances publiques. Puis dans le fond, en faisant des programmes, ils veulent éviter ou avoir certains critères pour vraiment donner à l'entreprise qui en a vraiment besoin. Mais à un moment donné, ça reste que ça peut être compliqué. Là, j'avais rencontré un producteur artisanal de gin dans les Appalaches. Puis il y avait un programme au MAPAC pour aider à automatiser. Puis finalement, il rentrait pas au moment où il a fait sa demande de subvention dans le bénéfice que l'entreprise doit avoir pour avoir accès. Puis quand il a fait un suivi, il avait dépassé de genre 50%, mais là, il pouvait pas y avoir accès parce qu'au moment où il avait rempli la demande, fait que, tu sais, des fois, il y a une complexité administrative, mais c'est sûr qu'il faut en avoir une certaine. On va te laisser sur ce laisser-passer à 38 bien mérité, François Vincent. C'était le fun, honnêtement. Ça va vite, mais j'adore ce format-là. On va se revoir donc dans quelques semaines avec de nouvelles données, de nouveaux sujets. Oui, surtout après le budget. J'aimerais ça le recevoir après le budget pour peut-être... parce que on va faire une émission spéciale. On va y aller ligne par ligne. Ça va être pendant 3 heures. Prends ça pour du cash, émission spéciale. On décortique le budget, chaque virgule, chaque ligne. Il y a la réforme construction aussi, puis on va être là le 19 en commission parlementaire. Donc, on va pouvoir... parles du projet de loi 51. Okay, donc, on va avoir des sujets à partager à ce moment-là. J'ai quelques avis là-dessus aussi. Fait que merci d'avoir été avec nous, puis on se revoit très bientôt. Au revoir. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On est rendu au moment que moi, j'apprécie beaucoup, c'est notre fun fact économique parce que, Francis, tu nous arrives tout le temps avec des choses que je ne connais pas. Là, tu vas nous parler de l'effet ou l'hyperinflation. Oui, effectivement. Ben, tu sais qu'au Canada, aux États-Unis, dans la plupart des pays développés, on a vécu une période de, entre guillemets, forte inflation en 2022, là, puis jusqu'à tout récemment. Ça a monté dans certains pays jusqu'à 9%. Au Canada, là, c'était un peu en bas un peu au-dessus de 8%, là, grosso modo. Et ce donc, qui était énorme. C'est énorme. Je veux dire, de ma vie, là, dans les années 80, mes parents, quand je suis né, là, mes parents m'ont raconté, mais je veux dire, on n'a pas vécu ça de notre vie adulte professionnelle. Donc, avec tout ce qu'on connaît comme conséquences là, en matière de taux directeur, etc. Ceci dit, dans les pays donc, de l'OCDE, les pays développés, on a un régime déjà de statistiques, de politique monétaire puis de banque centrale qui est quand même assez solide. Là. Puis, on pourrait dire ce qu'on veut de Tiff Macklem, il a fait sa job. Sauf que dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, dans d'autres moments de l'histoire, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc, je voulais parler un peu d'hyperinflation. Première période, l'Allemagne, dans les années 20, au sortir de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la République de Weimar, ils ont connu une période d'hyperinflation. En octobre 2023, le taux d'inflation mensuel a atteint 29 500% dans un mois. C'est quand même fou là, quand on y pense. 29 000, c'est 30 000 fois la dépréciation. Tu sais, t'arrives à payer ta pinte de lait, là, tu te comprends même plus. Phil, je sais pas si tu as vu cet épisode-là dans l'histoire de l'Allemagne, mais les gens utilisaient les billets de banque là, des petites dénominations pour allumer des feux. Fait que c'est comme carrément burning money là, parce que ça avait plus aucune valeur, mais comme moins d'une scène là, des billets qui jusqu'à hier incroyable. Donc ensuite la Yougoslavie dans les années 90, période où c'est un peu tendu, une période où le taux d'inflation mensuel a atteint 313 millions de %. Évidemment, bon, les guerres de la Yougoslavie, le pays a éclaté. Avec les sanctions internationales et une politique monétaire très laxiste ont mené à ça. On recule encore un petit peu. L'après-guerre en Hongrie, ça a été une des périodes d'inflation les plus élevées jamais enregistrées dans l'histoire mondiale. En juillet 46, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le taux d'inflation mensuel a atteint, c'est rendu là, 41,9 quadrillions %. Je sais même pas c'est quoi. Moi non plus.
c'est bien des zéros. Ça a été principalement causé par le sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les réparations de guerre, la perte de confiance dans la monnaie, donc essentiellement, les gens ne valaient plus rien. Et plus récemment, là, juste là, il y a une dizaine d'années, au Zimbabwe, le taux d'inflation a atteint un pic de 89,7 sextillions. C'est 89,7 avec 20 zéros après. Mais tu sais, comme je te dis, rendu là, ça ne veut plus rien dire. C'est en novembre 2008 que ça a été la pire période. Donc, la crise a été évidemment déclenchée par plein d'affaires, mais c'est toujours la même chose. Quand il y a de l'inflation, souvent, c'est lié au fait que les taux sont bas et que les banques centrales, souvent dans des pays où c'est mal contrôlé, où les responsabilités sont... Donc, il y a une impression de monnaie. Donc, la banque imprime de l'argent comme par la machine non-stop. Et donc, il y a aussi souvent un aspect de confiance. Et donc, dans des situations comme la Hongrie et le Zimbabwe, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ultimement, tous ces chiffres-là que je t'ai dit, des quadrillions, des sextillions, c'est drôle, mais les gens arrêtent d'utiliser la monnaie parce que, ultimement, jour après jour, aujourd'hui, c'est $100, demain, c'est $1 million la canette de Coca. Là, tu comprends? Fait que ça pue. Fait que les gens payent en dollars US, les gens font du troc, les gens payent en euros, payent en n'importe quoi, mais parce que tu n'as plus aucune notion de l'argent. Moi, j'ai un doctorat en économie, mais imagine, les gens là, dans la rue qui n'ont pas nécessairement de formation, les gens moins nantis, les gens qui n'ont pas une forte littératie financière, qui comprennent à la limite même pas le concept d'inflation. Quel rapport mais quand tu as fait un peu de business à l'international, comme toi puis moi, là, moi, en 98, je me suis promené pas mal en Turquie, ça fait longtemps, 98, mais les Turcs préféraient qu'on les paye en dollars américains parce qu'ils voulaient des valeurs sûres, justement, parce que leur monnaie oscillait tout le temps. J'ai pas parlé de l'Argentine, on en fera une autre fois, mais tu as vu le nouveau patron de l'Argentine, le nouveau premier ministre, président de l'Argentine, Javier Milei, qui est un homme de droite un peu économique, un peu weird. Il veut, lui, dollariser l'économie argentine, c'est-à-dire que carrément abolir le peso argentin et utiliser le dollar US comme monnaie nationale. Et fun fact, là, j'ai vu une vidéo de lui sur les médias sociaux récemment. Il veut aussi faire en sorte qu'on arrête les déficits, alors que l'Argentine fait des déficits depuis que le monde est monde. C'est un pays qui carbure au déficit. Et donc, il s'est promené dans la foule avec une chainsaw qui roule. Et c'est quand même une vidéo très malaisant parce que les gens autour de lui sont comme un peu anxieux que, genre, peut-être par accident, il va leur couper un doigt. Bref, Javier Milei, on fera un petit segment sur lui une prochaine fois. C'était notre fun fact économique. Si vous avez envie de nous entendre parler de quelque chose au niveau des fun facts, vous ne vous gênez pas, vous écrivez à Francis ou à moi ou en studio et on se voit à la prochaine. Yes. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.